Bien, eh bien, on va poursuivre en parlant du rapport des jeunes au travail et à l'emploi, plutôt à l'emploi et au travail, avec quatre intervenantes. L'idée, c'est que on entend beaucoup, mais je crois qu'en fait, ça fait un certain temps déjà, que les jeunes n'auraient pas le même rapport au travail que nous, ou que nos parents. C'est une idée qui se fait vraiment insistante, et donc on va puiser dans des exemples ici ou là. Dans ces cas-là, en général, mieux vaut faire des enquêtes et savoir de quoi il en retourne exactement. Et c'est ce qu'ont fait les chercheuses qui sont là cet après-midi autour de cette table qui n'est pas ronde, mais qui fait office de table ronde. Alors, d'abord, Julie Couronnet, qui est chargée d'études et de recherche à l'INJEP. À côté d'elle, Dominique Epiphane, qui est chargé d'études et de recherche au département Entrée et évolution dans la vie active du CEREC. Dominique Méda, qui est professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, où elle dirige le laboratoire L'Iriso. Et puis Valérie Pommiès, qui est la directrice opérationnelle de la mission locale des Hautes-Pyrénées. Alors, peut-être on peut comment... Ah oui, j'allais... Absolument. Pourtant, je l'avais annoncé, on commence chaque table ronde par une petite vidéo, comme on en a vu à l'occasion de la première. On dit que les jeunes ne veulent plus travailler. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Enfin, en tout cas pour moi, parce que je me considère comme un jeune. C'est que maintenant, les gens veulent plus trouver quelque chose qui ait un rapport par rapport à ce qui les rend heureux, plutôt que gagner de l'argent pour ensuite, je sais pas, fonder une famille ou quelque chose comme ça. Alors c'est pas que les jeunes ne veulent plus travailler, c'est qu'ils veulent être respectés dans leur travail. C'est surtout que la valeur travail a changé, c'est une vision différente du travail, c'est plutôt ça. On nous colle des étiquettes à l'école par rapport à ce qu'on est, à notre niveau et à notre capacité. Et on ne nous dirige pas forcément vers ce qui nous correspondrait le mieux. Ce qui fait que du coup les jeunes voient le travail comme quelque chose de déplaisant et d'obligatoire. Si on n'a pas beaucoup d'expérience dans le milieu professionnel par exemple, on n'a pas beaucoup d'opportunités. J'aime pas me dire que les jeunes, une génération elle est feignante. Je sais pas, c'est très dévalorisant. Aujourd'hui, tout est à notre portée en un clic. Du coup ça rend la fainéantise assez élevée. Et du coup, c'est vrai qu'ils ne veulent pas beaucoup travailler. Les jeunes ne veulent plus travailler, c'est pas ça en fait. C'est que les employés ne payent pas assez. T'as tout le temps une phrase que je supporte pas, non mais ça c'est les jeunes, ça c'est les jeunes, ça c'est les jeunes. Moi, la personne elle est née, elle avait 60 ans, enfin... Non, du coup je trouve qu'il y a trop de préjugés sur les jeunes, c'est insupportable. Si tu veux faire quelque chose, t'as plus accès à plus de choses, je pense. Je pense qu'avant, si ta famille elle était dans la chaudronnerie ou dans le cordonnier, tu restais dans le cordonnier, chaudronnerie. Maintenant, je pense que les champs sont plus larges. On m'a toujours introduit le monde du travail comme quelque chose qui m'était obligé, un devoir, plus tard. C'est pas un plaisir pour moi. Je sais que je vais devoir passer par là, mais bon, c'est pas quelque chose qui m'inspire en fait. Ils se découragent par rapport aux études. Moi je trouve que on dit que les jeunes ne veulent pas travailler, c'est vrai. Parce que pourquoi? Je pense que tout ça vient c'est pas à cause des écoles, mais tout ça commence dans les salles de classe. Et il y a une manque de motivation, donc du coup on a des décrochages scolaires, des choses comme ça. Donc je pense que ça vient plus de là et du coup ils sont démotivés et après ils veulent plus travailler, des choses comme ça. Dans le futur comme le plus. Mais aussi l'endroit où on travaille, c'est pas bon. Aussi il y a des patrons qui ne motivent pas aussi, voilà, des choses comme ça. Non, c'est la motivation. Il y a beaucoup de jeunes, moi, autour de moi, qui allons à la fac et à côté le week-end qui travaillent. Moi je fais un travail à côté, un job étudiant et je me donne à fond, ça se passe très bien, je fais ce qu'on me demande de faire. Je suis là, forcément j'ai des collègues plus âgés, ça se passe très bien, j'ai de bons retours, donc non c'est faux.
Bien. Alors on voit déjà que les choses sont un petit peu plus compliquées que la caricature qu'on en fait. Dominique Méda, peut-être tu peux commencer justement en remettant les choses dans une forme de perspective historique pour déconstruire cette idée reçue. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si le micro marche. Non, je l'ai ouvert. Ah oui, je l'ai ouvert. Alors peut-être en parlant, ça va. En parlant, ça va venir. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, donc c'est absolument clair qu'aujourd'hui, il y a comme une rumeur que l'on entend partout de la part des médias, des employeurs, de la littérature managériale, qui nous dit qu'en effet, les jeunes ne voudraient plus travailler. Alors je pense aussi que c'est que ça concerne une partie plus vaste de la population, parce que on a aussi une idée générale qui est que les Français ne voudraient plus travailler. Et donc on aurait comme ça des jeunes qui seraient la pointe avancée de la société française, une sorte d'avant-garde qui prouverait en gros le déclin de la valeur travail et une sorte de grande flemme généralisée qui se serait emparée de la France. L'idée étant que tout ça a été singulièrement accentué depuis la crise Covid et que depuis le Covid, il y aurait une rupture fondamentale qui serait arrivée en France. Et donc les jeunes seraient nomades, individualistes, matérialistes, n'aimant pas l'effort, bref, flemmards. Et puis donc on a en quelque sorte essentialisé les générations. Vous savez qu'on a la génération X, la génération Y, aujourd'hui la génération Z, et d'une certaine manière c'est de pire en pire. La génération Z, c'est vraiment celle qui serait la plus paresseuse finalement, et donc on enferme comme ça les gens dans des sortes de cases. Alors parfois cette littérature s'appuie sur un sociologue qui s'appelle Ingelhardt, qui a montré en effet qu'il y avait une évolution des valeurs dans le temps, et que sa thèse, c'est qu'on va de plus en plus vers des valeurs post-matérialistes. Et donc les jeunes, tout simplement, ils illustreraient l'avancée de nos sociétés industrialisées vers plus de valeurs post-matérialistes et expressives. Ça veut dire qu'on laisserait de côté toutes les questions relatives au salaire, par exemple, et on irait plus vers la possibilité de s'exprimer dans son travail, de montrer sa singularité, de dire qui on est, etc. Alors cette thèse, elle a été critiquée, parce qu'on voit que quand même les gens continuent à être attachés aux dimensions appelées extrinsèques du travail, c'est-à-dire au salaire, à la sécurité de l'emploi et à toutes ces choses-là. Alors, ces préjugés, c'est une jeune femme qui nous parle de préjugés. Ces préjugés sur les jeunes, ils existent depuis longtemps. Je voulais vous parler d'une enquête qui a été menée au Centre d'études de l'emploi en 1972 et qui a donné lieu à une publication en 1975 intitulée tout simplement « Les jeunes et l'emploi » et qui nous apprend des choses vraiment très, très intéressantes. D'abord, ces chercheurs du Centre d'études de l'emploi, ils nous rappellent qu'ils ont interviewé des employeurs et que les employeurs à l'époque déjà se plaignaient de ne plus trouver chez cette main-d'œuvre, je cite, les qualités d'amour du travail, d'ambition et de sérieux qui, à les en croire, caractérisaient les générations précédentes. Donc, en 72, les employeurs nous disent, vraiment, ils sabotent le travail, c'est vraiment épouvantable. Alors, ils ont fait, ces chercheurs, une enquête à l'époque auprès de 300 personnes. Alors, ce qui est intéressant et un peu frappant, je dois dire, c'est qu'ils ont fait une enquête auprès de 300 jeunes hommes. Il n'y avait pas de femmes. Bon, très bien. Et ils ont mis en évidence les résultats suivants. Aucune dévalorisation du travail n'a été constatée. Au contraire, les jeunes disent que le travail est très important, même si d'autres choses sont également considérées comme importantes, notamment la famille et les amis. Dans le rapport au travail, nous disent-ils, les considérations économiques prédominent. L'aspect économique semble l'emporter sur les autres, puisque le travail apparaît avant tout comme le moyen de gagner sa vie. Et surtout, il n'y a pas, je reprends leur formulation, il n'y a pas de subculture jeune. Je cite, « La première conclusion qui s'impose est que, contrairement à ce qui est souvent dit ou écrit, il ne semble pas que l'on puisse faire état en ce domaine d'une mentalité spécifique, caractéristique d'un groupe d'âge aux limites plus ou moins tranchées. Rien dans l'analyse que nous avons faite des diverses opinions concernant le travail, la réussite ou l'échec ne permet en effet de retrouver les reflets d'une
idéologie jeune homogène qui s'opposerait en tout ou partie à celle des adultes. Loin d'apparaître comme les membres d'une quelconque communauté jeune univoque, nos sujets n'ont fait la plupart du temps que refléter dans leurs réponses les préoccupations professionnelles ou sociales de leurs pairs. C'est très intéressant, on interroge des hommes qui se réfèrent aux attentes et aux préoccupations professionnelles ou sociales de leurs pairs, en les réactualisant en fonction des plus récentes évolutions socio-éducatives. Et puis, enfin, ce que nous dit cette enquête, c'est qu'il y a finalement plus de différences à l'intérieur de cette catégorie jeune qu'entre les différentes générations. Je finis encore par une citation. Hein. Plus le niveau scolaire est bas, plus le travail a tendance à n'être apprécié presque uniquement que sous son aspect économique, comme si se sentant déjà condamnés à n'exercer que des tâches non qualifiées et sans intérêt, les élèves préféraient à l'avance ne s'intéresser qu'à leur rétribution. Dans le même ordre d'idées, il semble que l'item « Le travail donne un sens à sa vie » n'a été compris et accepté que par les apprentis soumis à une formation très poussée au plan technologique ou par les élèves du collège Fénelon, c'est-à-dire par les seuls jeunes ayant de réelles chances de trouver dans leur future profession une occasion de s'épanouir. Donc voilà, en 72 déjà, tout est là. On nous dit les jeunes considèrent que le travail est important. Il n'y a pas de culture jeune spécifique et les grosses différences se voient à l'intérieur de la génération. En 2006-2008, moi j'ai eu la chance de faire avec d'autres collègues une grosse enquête européenne qui faisait travailler ensemble 6 pays européens sur cette question. Ce que nous voulions mettre à l'épreuve, c'était cette idée qui avait ressurgi à l'époque très, très fortement, hein, que les jeunes ne voudraient plus travailler, seraient paresseux, seraient nomades, seraient pas engagés, etc. etc. Et on a à la fois exploité les grandes enquêtes européennes sur le travail qui existait, exploité également les enquêtes nationales et mené des campagnes d'entretien sur selon les mêmes grilles dans les 6 pays. Et qu'est-ce que nous avons trouvé ? Ben, ça ne va peut-être pas vous étonner. Alors, on a trouvé d'abord que les Français en général étaient très attachés au travail, considéraient que le travail était très important grâce aux enquêtes sur les valeurs des Européens. Et ça se voit en 1999, 2008, 2017, si je continue un peu. Donc des Français très attachés au travail et parmi eux, des jeunes encore plus attachés au travail que les catégories plus âgées. Bien. Deuxièmement, des attentes extrêmement fortes qui sont placées sur le travail. Le tiercé gagnant, bien gagner sa vie, avoir une bonne ambiance de travail, avoir un travail intéressant. Et c'est là, Julie cite, ah bah tu l'as mis, merveilleux. Alors vous voyez là, donc les attentes envers le travail selon cette enquête sur les valeurs de 2008. Hein, ce que l'on voit, donc on a diversifié en 3 tranches, hein, les moins de 30 ans, les 30-49 ans, les 50 ans ou plus. C'est exactement le même tiercé entre les 3 classes d'âge, mais les attentes des moins de 30 ans sont beaucoup plus intenses que les attentes des autres. Mais le rapport au travail est différent. On a retrouvé exactement la même chose que dans l'enquête de 72, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur des jeunes des aspirations différentes et des attentes différentes par rapport au travail. Et en effet, moins on est diplômé, plus on attend du travail une rémunération et plus on est diplômé, plus on attend une forme d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Encore un autre article que je vous cite, hein, donc on a vu 1972, 2006, 2008, une enquête qui date de 2010, un article qui est bien connu des gens qui travaillent sur le sujet, hein, de Pichot et Pleyers. Je vous cite le titre de leur article: pour en finir avec la génération Y, enquête sur une représentation managériale. Donc eux nous disent carrément que l'idée qu'il y aurait des générations aussi différentes est un mythe. Et donc, eux aussi font en Belgique une enquête qui montre exactement les résultats dont je viens de vous parler et leur conclusion. Hein. Alors, ils s'intéressaient à cette question parce qu'ils avaient vu que la littérature managériale disait qu'il fallait que les pratiques GRH s'adaptent aux nouvelles attentes des jeunes. Ce qu'on nous dit aussi aujourd'hui. Hein. Les jeunes, en gros, ils sont très attachés aux nouvelles technologies et au télétravail, et donc, il faudrait des politiques radicalement différentes pour eux. Eh bien, ce que nous disent Pichot
Michaud et Pleyers, hein, c'est qu'il n'en est rien. D'abord, en gros, ils n'ont pas trouvé de particularité de cette génération Y, et donc ils pensent que, de toute façon, les politiques de GRH, elles doivent continuer à s'adresser à tout le monde, parce que tout le monde a à peu près les mêmes attentes, notamment des attentes de sens au travail et d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Les enquêtes dont on dispose aujourd'hui confirment tout cela. Je ne vais pas parler de l'enquête du CREDOC et du CEREC, puisque mes collègues vont le faire, mais peut-être un mot de l'enquête, une enquête Louis Harris qui a été passée en 2023, hein, qui confirme que les jeunes, c'était une enquête qui a été faite à la demande du Réveil écologique, l'association de jeunes engagés pour le climat, qui montre que les jeunes continuent à accorder beaucoup d'importance au travail, et on leur pose la question qui est en général utilisée pour vraiment savoir ce qu'il en serait si les jeunes n'avaient pas besoin d'argent. Si vous n'aviez pas besoin d'argent, est-ce que vous continueriez à travailler? C'est une question très classique qui est employée lorsqu'on veut en savoir plus. Et là, vous avez 77% des jeunes qui continueraient à travailler, même s'ils n'avaient pas besoin de travailler. Mais simplement, 28% changeraient d'emploi. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il faut voir qui aimerait changer d'emploi. Et c'est évidemment les personnes qui se trouvent dans des conditions de travail les plus dégradées. C'est aussi comme ça qu'on a expliqué la grande démission, hein, la grande démission qui n'était pas un refus du travail, mais qui a été en quelque sorte une petite possibilité, un espace donné à tous les gens qui étaient dans des emplois peu soutenables, possibilité d'en sortir. Et d'ailleurs, à cet égard, je voudrais vous rappeler les résultats de l'enquête de la DARES, l'enquête conditions de travail, la vague 2019 de l'enquête conditions de travail, très importante. Peut-être vous vous souvenez que ces résultats sont sortis en plein pendant le débat sur la réforme des retraites en mars 2023. Et que montrait cette enquête? Que 37% des personnes considéraient que leur travail était insoutenable et qu'elles ne se sentaient pas capables de tenir dans ce travail jusqu'à leur retraite. Et ce qui est très intéressant, c'est de constater que si à peu près toutes les CSP disaient la même chose, en revanche, les jeunes étaient 60% à dire cela, donc un chiffre extrêmement important. 60% des jeunes qui étaient en emploi disaient qu'ils ne se sentaient pas capables de tenir dans ce travail jusqu'à leur retraite. Et je voudrais terminer par un paradoxe, hein, revenir sur ce que nous avions appelé avec mes collègues en 2006-2008 le paradoxe français. Le paradoxe, c'est que vous avez des Français qui sont parmi les Européens les plus attachés au travail. Ils sont les plus nombreux à dire que le travail est très important, mais ils sont en même temps les plus nombreux à dire qu'ils aimeraient que le travail prenne moins de place dans leur vie. Pourquoi? Pour 2 ou 3 grandes raisons. La première grande raison, c'est qu'ils manquent de temps pour leur famille et ça, donc pour la conciliation. Il y a un dysfonctionnement de la fonction de conciliation vie familiale, vie professionnelle. Et c'est quelque chose qu'on voit monter dans les enquêtes depuis une trentaine d'années et on le voit monter à mesure que la place des femmes dans l'emploi est plus importante, puisque vous savez peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a plus que 8 points de différence entre le taux d'emploi des hommes et des femmes. Et donc, on a une préoccupation de conciliation, en quelque sorte, qui se répand dans l'ensemble de la société. La deuxième explication, ce sont les conditions de travail qui sont très dégradées. Avec des collègues, on a exploité l'enquête européenne sur les conditions de travail vague 2021, qui montre que la France est en queue de peloton s'agissant des conditions de travail. Et puis, évidemment, c'est des questions de conjoncture, hein, puisqu'il y a des époques où la crise économique fait sentir ses effets plus que dans d'autres cas. Et donc, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que ce paradoxe français, il se retrouve de manière encore plus concentrée chez les jeunes, c'est-à-dire ces jeunes qui sont très diplômés, qui ont subi une compétition scolaire très forte, eh bien, ils n'ont pas accès aux promesses, en quelque sorte, qu'on leur a faites de trouver des emplois conformes, en quelque sorte, aux études et aux efforts qu'ils avaient consentis. Merci Dominique Méda. Je passe la parole à Dominique Epiphane pour parler de travail, mais aussi peut-être avant de parler de travail, parler d'emploi et d'accès à l'emploi. Et là, on va voir que les choses diffèrent à l'intérieur même de cette catégorie, les jeunes.
C'est ça. Oui, je voudrais insister là sur l'hétérogénéité de la jeunesse. Donc on pourrait, évidemment, on l'a déjà dit ce matin, parler plutôt des jeunesses. Mais juste avant, un petit clin d'œil à l'histoire, puisque Dominique Méda est remonté jusqu'à 72. Moi, j'ai trouvé une citation de Socrate, donc c'était encore un petit peu avant, qui, d'après Platon, donc, aurait déclaré, donc je cite Socrate, les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, méprisent l'autorité, n'ont aucun respect pour leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. Donc vous voyez, c'était déjà dans l'air du temps il y a bien longtemps. Donc pour revenir aux jeunesses, oui, la catégorie des jeunes donc est loin d'être uniforme. Donc évidemment les générations X, Y et Z sont des concepts quand même assez fallacieux. Et je disais à Dominique Méda tout à l'heure, heureusement après Z il n'y a plus rien, mais elle me dit que si maintenant il y aurait une génération alpha, c'est ça. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Donc je disais aussi qu'avant de réfléchir au rapport au travail qu'entretiendraient les jeunes plus ou moins différemment ou de façon équivalente à leurs aînés, il faut réfléchir au rapport qu'ils ont à l'emploi et surtout à leur positionnement vis-à-vis du marché du travail. Et là, il est clair que les jeunes ne sont pas tous logés à la même enseigne. Donc je vais vous donner quelques chiffres qui sont... je travaille donc au CEREC et on travaille sur des grosses enquêtes avec des échantillons d'environ 30 000 jeunes où tous les 3 ans, enfin assez régulièrement, on interroge les jeunes sur leur parcours d'insertion professionnelle après leur sortie de formation. Et ce qu'on peut voir, une des premières choses qui sautent aux yeux dans ces enquêtes, c'est que, en effet, les jeunes sont très diverses. Alors, quelques chiffres assez rapidement pour vous donner une idée de ceux avec quoi ils arrivent sur le marché du travail. Ils n'arrivent pas tous avec le même capital scolaire. Il y a 12% d'une génération qui sort du système scolaire sans aucun diplôme. 41% qui y entrent avec un diplôme de l'enseignement secondaire, CAP, Bac Pro, et 47% avec un diplôme de l'enseignement supérieur, dont 23% avec un Bac plus 5 et plus. Donc on imagine bien que selon qu'on fait partie d'une catégorie ou de l'autre, on ne va pas avoir la même chance sur le marché du travail. Ces chiffres sont évidemment encore, malheureusement, très variables selon l'origine sociale. Par exemple, parmi les jeunes d'origine ouvrière, pour vous donner un petit peu 2 catégories différentes, parmi les jeunes d'origine ouvrière, 33% n'ont pas le bac. C'est seulement 5% des jeunes issus des familles cadres. 43% donc des jeunes issus de la catégorie d'origine ouvrière accèdent à l'enseignement supérieur. 43%, c'est 88% des enfants de cadres. Et enfin, seulement 11% des jeunes ouvriers, enfin de familles ouvrières, sont diplômés d'un bac plus 5, 11% d'entre eux, alors que c'est le cas de 55 enfants des familles de cadres. Donc évidemment, sur le marché du travail, ça donne des réalités très très différentes, des taux de chômage très différents, 6% ou 4% pour les titulaires d'un doctorat ou d'une école d'ingénieur, 3 ans après leur sortie de formation, contre 61% des jeunes issus de milieux modestes qui vivent par exemple dans les QPV. On en a parlé ce matin. Donc vous voyez, entre un 6% et un 61% de taux de chômage, on n'est pas dans les mêmes réalités vis-à-vis de l'emploi et donc évidemment après du travail. Je vais vous donner un dernier chiffre, puisqu'on en a parlé ce matin, quelqu'un a posé la question de la pauvreté. On a calculé la part de travailleurs pauvres, donc c'est-à-dire des jeunes qui travaillent en deçà du seuil de 1128 €, très exactement. Et cette part sur une génération, 3 ans après, des jeunes qui sont en emploi, il y en a 14% qui sont en dessous de ce seuil-là. Et là encore, on est sur des proportions très variables selon le niveau de diplôme, puisque c'est seulement 5% des jeunes issus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, qui sont dans cette catégorie de jeunes travailleurs dits pauvres, et c'est quand même 35% des non-diplômés qui sont en emploi. Donc même quand on a accès au marché du travail, on n'est évidemment pas sur les mêmes emplois, sur les mêmes statuts, etc.
Et donc, enfin, tout ça pour dire que le rapport à l'emploi est très très différent et le rapport au travail, évidemment, ne peut pas se résumer à ils sont feignants, ils veulent télétravailler, etc. Donc même dans le petit micro-trottoir, on a vu qu'il y avait beaucoup de variations et je serais intéressante pour savoir quels sont ces jeunes qui ont parlé et qui ont tenu aussi des discours assez différents. Merci. Je vous passe la parole, Julie Couronnet, pour prolonger, poursuivre, peut-être incarner un peu aussi tout ce qu'on vient d'entendre. Oui, merci. Alors d'abord vous dire que l'INJEP a publié un rapport réalisé par le CREDOC et soutenu par l'INJEP là, avec des résultats tout frais. L'enquête a été menée en 2023. Et ce qui est intéressant de rappeler, c'est que cette étude, elle conforte ce que mes collègues à ma droite ont dit sur le fait que les écarts entre générations sont présents, ils sont bien réels, mais les écarts les plus importants, les écarts les plus significatifs en matière de rapport au travail, ils doivent se regarder, s'expliquer, s'étudier au regard des grandes caractéristiques socio-démographiques que sont le genre, l'origine sociale, la CSP, etc. Et donc, ces publications qui sont disponibles d'ailleurs tout à fait. À l'extérieur et puis sur le site aussi de l'INJEP où on peut les télécharger. Oui, merci de le rappeler. Alors, cette enquête, elle vient conforter ce qui a été déjà dit, c'est-à-dire que les jeunes, comme leurs aînés, sont attachés à la fois à l'intérêt du travail, à la rémunération et à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Donc, je ne vais pas revenir sur ces éléments qui ont été déjà démontrés, mais à la lecture de ce rapport, néanmoins, il y a quelque chose qui n'a pas encore été dit et qui mérite, à mon avis, d'être souligné. C'est la manière dont les jeunes ont intériorisé l'incertitude de l'emploi. C'est-à-dire qu'ils ont intériorisé le fait que dans leur carrière professionnelle, il y aura des périodes de chômage, il y aura des périodes de sans-emploi, etc. Et donc ça rejoint un petit peu ce que moi j'observe d'un point de vue qualitatif dans les enquêtes de terrain que je mène en mission locale ou au sein des foyers de jeunes travailleurs. Je mesure, en m'intéressant au parcours juvénile, à quel point le contexte socio-économique va peser en fait sur les parcours de ces jeunes. Et je voudrais m'arrêter sur un cas en particulier qui est celui de Leïla, parce qu'à mon sens, il est symptomatique d'une jeunesse, et plus particulièrement d'une jeunesse des classes populaires précarisées, qui est prise en charge au sein de dispositifs d'insertion et de structures d'insertion. Donc Leïla, depuis l'âge de 18 ans, en fait, elle enchaîne des contrats courts, elle enchaîne un emploi d'animatrice socio-culturelle en périscolaire dans une école primaire. Ensuite, elle est AVS, puis elle travaille dans une boulangerie en CDI, mais au bout de quelques temps, en fait, elle est obligée de quitter cet emploi parce que malheureusement, elle fait des allergies à la farine. Et puis, elle postule à un emploi d'hôtesse de caisse. Ce poste, pendant l'échange long que j'ai avec elle, elle le décrit comme un bon poste, comme une bonne place. Je reprends ces mots parce que cette grande enseigne de supermarché, en fait, elle propose des formations. Et donc, elle postule. Elle se rend le jour J à l'entretien, à ce qu'elle pensait être un entretien d'embauche. Et en fait, la première épreuve, c'est un entretien collectif, où elle se retrouve en concurrence avec 14 autres jeunes filles. La première démarche du processus d'embauche, de sélection, c'est de devoir se présenter les unes devant les autres. Rien que ça, pour Leïla, en fait, c'est déjà une procédure assez déstabilisante et exigeante parce qu'elle ne maîtrise pas du tout les règles du jeu de l'entretien collectif. Puis s'ensuit un test de rapidité où il faut comparer 2 tickets de caisse en un temps limité et repérer les différences entre les 2 tickets de caisse. Leïla, elle va réussir à sortir de cette sélection avec 4 autres jeunes femmes. Donc à la suite de cet entretien collectif, de ces tests de rapidité, elle est prise en période d'essai de quelques mois. Au bout de la période d'essai, on lui dit « ça ne sera pas toi qui seras prise en CDI, c'est une autre, parce que, je cite, tu n'es pas assez proche des clients ». Autant vous dire que le « tu n'es pas assez proche des clients », elle ne le comprend pas, on ne lui explique pas, et va s'en suivre quelque chose d'assez symptomatique pour la jeunesse des classes populaires, notamment les plus précaires, c'est qu'en fait, ce processus de sélection et cet échec
va représenter une déception très forte chez Leïla, et elle me confiera un entretien qu'elle va mettre longtemps en fait à rebondir suite à cette forte déception. Et donc ce que montrent en fait les enquêtes de terrain, c'est à la fois la manière dont le marché de l'emploi s'est complexifié, il est de plus en plus compétitif, et les jeunes en sont les premiers perdants. Merci. Valérie Pommiès. Alors, dans la même dynamique, effectivement, je ne vais pas revenir sur les éléments contextuels de rapport au travail. Je vais rappeler plutôt les profils que l'on va retrouver dans les missions locales, les profils de jeunes. Donc, historiquement, les missions locales qui ont fêté l'an dernier leurs 40 ans d'existence accompagnaient des jeunes peu ou pas qualifiés qui rencontraient des difficultés d'insertion, qu'elles soient sociales ou professionnelles. Et puis nous avons connu la dernière crise sanitaire qui a modifié le public reçu en mission locale, puisque pendant la crise sanitaire, il était entendu, donc, dans le cadre des politiques publiques, que nous pouvions recevoir, y compris des jeunes étudiants, pour pallier aux difficultés d'ordre social que ces étudiants pouvaient rencontrer. Alors, quand je dis difficultés sociales, c'était souvent d'ordre alimentaire. Donc, ça fait écho avec la table ronde de ce matin. Et puis, nous avons progressivement vu le panel de jeunes suivis par les missions locales se modifier. Et aujourd'hui, il faut savoir que les 437 missions locales du territoire national suivent un peu plus d'1 million de jeunes par an. Au niveau des profils de ces jeunes reçus, la moitié sont sans qualification. 40% de ces jeunes ont un niveau compris entre un CAP et un bac. Et 10% de ces jeunes ont un diplôme supérieur au bac. Et nous avons de plus en plus de bac plus qui viennent donc à notre rencontre. Donc tout ça, c'est pour poser un autre élément de contexte dans le cadre de l'accès au travail des jeunes, qui est plutôt en lien avec les conditions de vie des jeunes aujourd'hui. Puisqu'au-delà du travail, il y a aussi dans quelles conditions vivent les jeunes aujourd'hui sur le territoire. Pour amener quelques chiffres en plus des diplômes, je me suis fait sortir en venant ce matin quelques éléments par rapport au nombre de CDI signés chez les populations jeunes, parce qu'on dit souvent les jeunes sont instables, les jeunes bougent beaucoup, les générations Y, Z sont les générations du zapping, etc., etc., etc. Donc, pour mieux étoffer ce que je comptais vous raconter, j'ai voulu avoir quelques éléments chiffrés, et à ma grande surprise, donc j'ai fait sortir des tendances de chiffres avant la crise sanitaire, et avoir des éléments de comparaison à 2022, en est pleine, et à 2023, où j'ai fait arrêter les chiffres au 31 octobre. Il faut savoir qu'en 2019, donc qui était en pleine la crise sanitaire, sur 78 000 CDI signés dans les missions locales, par des jeunes suivis par les missions locales, 42% ont été rompus, forcément les effets de la crise. En 2022, nous avons enregistré 111 000 CDI, 33% ont été rompus. Et en 2023, au 31 octobre, sur 70 000 CDI enregistrés, 22% ont été rompus. Dans ces contrats qui sont rompus, ils ne sont pas forcément rompus par les jeunes, ils peuvent aussi être rompus par les employeurs, mais tout ça pour dire que finalement 22% sur 70 000 contrats, c'est pas non plus ultra significatif d'une instabilité de la jeunesse aujourd'hui en matière d'emploi. Un autre élément que je voulais évoquer, c'est un peu la typologie des publics que l'on va retrouver en difficulté d'accès à l'emploi au niveau des missions locales. Donc forcément, il y a une grande proportion de jeunes qui viennent voir notre structure pour un accompagnement ponctuel ou une question, et qui vont très bien, qui vont accéder à l'emploi, pour lesquels tout va rouler, parfait. Ensuite, on a une autre proportion de jeunes que je scinderai en trois catégories.
on va forcément, et ça fera écho à ce qui s'est dit également ce matin, on va retrouver des jeunes qui sont peu ou pas qualifiés, qui viennent souvent de zones géographiques, alors soit quartier politique de la ville, soit zone très rurale, donc avec un environnement social aussi qui peut par moment poser problème, des jeunes qui n'ont pas trop les codes de l'entreprise, qui n'ont pas trop la culture du diplôme, qui n'ont pas les réseaux professionnels, parce qu'accéder à un emploi ou accéder à une qualification, c'est aussi à un moment donné avoir un réseau professionnel auquel on peut se référer, que ce soit pour une recherche de stage. Et tout à l'heure, Julie évoquait le parcours pour accéder à un poste de caissière, mais c'est exactement ça. Mais c'est ça aussi, quand on recherche un stage, qu'on soit scolaire dans le cadre d'une filière professionnelle ou au-delà, ou alors quand on est jeune en insertion et qu'on a besoin d'un stage pour valider un projet professionnel, si aujourd'hui on n'a pas un réseau, ça peut rapidement être compliqué. Donc dans ces jeunes peu ou pas qualifiés, on va retrouver ces jeunes dont le contexte familial est en précarité, l'absence de réseau, l'absence de repères, donc forcément difficulté d'accès à l'emploi, mais pas manque d'envie, pas manque de volonté. Ces jeunes-là d'ailleurs sont souvent ceux qui vont prendre prioritairement des emplois précarisants, parce que à temps très partiel, parce que du coup ils vont grossir les chiffres des jeunes qui travaillent et qui pourtant vivent en dessous du seuil de pauvreté, mais pour autant ils ont envie. Donc j'ai toujours en tête cette idée de rapport au travail des jeunes. Donc ces jeunes-là, peu pas qualifiés, mais ils ont quand même envie. On va ensuite retrouver des jeunes qui ont achevé un parcours de formation, quel que soit leur niveau de qualification. Mais ils ont achevé un parcours de formation et quand ils arrivent sur le marché du travail, ils se rendent compte qu'en fait, ce qu'ils idéalisaient dans le cadre de leur cursus de formation n'est pas complètement en phase avec ce qu'ils retrouvent sur le marché du travail. Alors je ne vais pas revenir, les propos ont largement été illustrés par mes collègues tout à l'heure, mais c'est exactement ce qu'on va retrouver. Alors la faute à qui ? Je dirais la faute au parcours qui est comme ça, parfois mauvaise orientation scolaire, parfois mauvais choix d'orientation, mais personnel, parce que je n'ai pas osé me projeter au-delà de mon territoire de vie, parce que parfois la pression familiale a fait que je n'ai pas pu m'autoriser à me projeter au-delà de mon cadre de vie, et parfois parce que les moyens de mon environnement familial ne m'ont pas permis de faire les choix que j'aurais souhaité faire. Donc j'ai fait des choix par défaut, mais quand je rentre sur le marché du travail, je me rends compte qu'en fait, ce n'est vraiment pas ce que je veux. Donc je me retrouve à la case départ et je me retrouve avec une première situation d'échec. Et là, c'est un peu le cercle infernal qui s'emballe, puisque échec, je suis pas préparée à l'échec, je me retrouve dans une situation, une position de repli, manque de confiance en moi, et je décline. Et cet effet-là, on le note de manière un peu plus exacerbée depuis la crise sanitaire, puisque on en parle peu, pas assez à mon goût, mais la santé mentale chez les jeunes est un sujet préoccupant, parce que la jeunesse est restée relativement calme dans la crise que nous avons traversée. Elle a intériorisé pas mal de choses. Et chez les populations, y compris les populations qualifiées, on va retrouver ces faiblesses. Et on a trop tendance à les occulter. Donc nous, du côté des missions locales, on a décidé aussi de mettre l'accent sur ces jeunes-là, qui sont certes qualifiés, qui pourraient avoir accès à un emploi, mais qui, pour des raisons contextuelles et conjoncturelles, n'y accèdent pas et du coup se retrouvent fragilisés à la case départ. Et on va retrouver une troisième catégorie de public qui est assez intéressante, qui va concerner une proportion de jeunes qualifiés ou pas, mais qui sont dans un rapport au travail qui est un moyen. Le travail est un moyen d'eux. Ce n'est pas forcément, on est loin des valeurs, on est loin de l'idéologie, on est loin de la notion de carrière, on est vraiment sur le travail comme un moyen de parvenir à un projet. Ça va être financer mon tour du monde, ça va être me payer tel voyage, ça va être me permettre d'augmenter mon niveau de qualification en me finançant une école privée. Le travail comme un moyen. Ces jeunes-là,
maîtrisent les codes de l'entreprise, ils savent très bien où ils vont. Ils ont juste besoin qu'on leur permette d'avoir accès à quelques offres, quelques contrats. En revanche, la seule chose qu'on puisse leur opposer, c'est le fait de ne pas avoir envie de s'engager. C'est-à-dire que ces jeunes-là ne sont à la recherche que de CDD ou alors de CDI, mais desquels ils vont ensuite négocier des ruptures de gré à gré avec les employeurs. Et voilà le troisième profil de public que l'on peut retrouver en mission locale. Mais aujourd'hui, si pour répondre à la question du rapport au travail des jeunes, j'avais une seule réponse à fournir, ça serait: les jeunes n'ont pas de problème par rapport au travail. En revanche, effectivement, on a une évolution de la société, on a une évolution du marché du travail, on est aujourd'hui face à un marché du travail qui est plutôt dynamique, donc où on pourrait a priori avoir plutôt le choix, ce qui est plutôt très positif lorsqu'on est dans une dynamique de vouloir changer, se réorienter, se former. En revanche, cette évolution et cette dynamique en termes d'activité, les entreprises ne l'ont pas toujours suivi, ne l'ont pas toujours intégré. Donc aujourd'hui, on est face à des employeurs qui globalement vont dire j'ai du travail, mais je ne trouve personne de qualifié ou personne qui veuille exercer. Donc du coup, ils vont en conclure que les gens et plus spécifiquement les jeunes ne veulent pas travailler. Sauf qu'en fait, c'est juste l'histoire d'une rencontre qui ne s'est pas opérée parce que on est face à des populations qui parlent pas tout à fait le même langage et qui pour autant veulent accéder au même objectif, soit obtenir un emploi, soit recruter quelqu'un. Donc aujourd'hui, je pense que l'interrogation, elle est pas tant du côté de est-ce que les jeunes souhaitent travailler, mais est-ce qu'on est en phase de pouvoir accompagner des rencontres, parce que finalement, accéder à l'emploi, c'est opérer une rencontre. Il y a une alchimie qui va être soit avec un secteur d'activité, avec un métier, avec une entreprise ou avec un employeur. Après que l'on se rencontre sur des conditions de travail, sur des valeurs qu'on va partager ou sur des idéologies, ça, on ne sait pas y répondre, mais c'est toujours une histoire de rencontre. Donc moi, j'ai envie de dire, faisons confiance aux jeunes, laissons-leur le droit à l'échec, parce que l'échec, finalement, c'est constructif. On apprend toujours d'un échec, on se relève et on ressort plus fort. Il faut laisser le droit aux jeunes de se tromper d'orientation, de se tromper d'entreprise, de se tromper d'emploi, mais il faut croire en eux parce que finalement ce sont eux qui constituent notre avenir et il faut que nous leur donnions envie d'intégrer nos entreprises demain. Donc oui, les jeunes veulent travailler, oui, les jeunes sont tout à fait dans la même dynamique que nous l'étions au même âge. Merci. Alors, moi, finalement, si on se dit que ça commence à Socrate, ce discours, et on a vu qu'au moins depuis les années 70, on l'entend, ce discours qui consiste à dire que les jeunes, désormais, ne voudraient plus travailler, et ces fabrications de génération, en fait, ça donne le sentiment d'une forme de stigmatisation, non pas de génération, mais d'âge, en fait. C'est pas un effet de génération, c'est un effet d'âge. C'est-à-dire que à toutes les époques, les gens appartenant à une catégorie d'âge font l'objet de ce type de remarques péjoratives à propos de leur rapport au travail. Et donc l'invention des générations ne servirait qu'à justifier au fond et à actualiser un discours qui est très ancien et qui prend des formes un peu différentes chaque fois, mais en apparence, simplement. Néanmoins, je pense que quand on fait des sciences sociales, on peut avoir envie d'aller plus loin, et ça ne veut pas dire que les choses ne changent pas dans le temps, que le rapport au travail et à l'emploi ne change pas dans le temps. Et donc se donner les moyens de comprendre ce changement sans être prisonnier de ces grandes caricatures, ça me semble un des enjeux. Et en particulier, alors, moi j'aimerais savoir s'il y a, du point de vue du rapport au travail et du rapport à l'emploi, une forme de spécificité française. Dans la mesure où, alors Dominique Méda rappelait qu'il n'y a pas de spécificité française, si ce n'est que la valeur travail, entre guillemets, est
est très apprécié en France et par les jeunes. Mais on sait qu'en France, l'éducation nationale a un poids considérable et un poids durable dans la vie. Et que, contrairement à d'autres pays, le diplôme qu'on obtient à la sortie de ses études, que ce soit dans le secondaire ou dans le supérieur, produit des effets toute la vie professionnelle. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays qui ne reposent pas sur ce type de mécanisme. Donc de ce point de vue-là, on peut se demander, pour penser ces changements, ce qui s'est passé dès lors que s'est produit ce qu'on appelle la massification scolaire et l'accès à l'enseignement supérieur. Dans quelle mesure on a produit des groupes de jeunes formés beaucoup plus longtemps qu'auparavant, mais qui néanmoins n'accèdent pas nécessairement à des emplois ou à un travail qui correspond à ce qui s'était imaginé. Je prends le petit bout de la lorgnette et je regarde ma profession de journaliste. Il y a un rapport qui vient d'être publié par Jean-Marie Charon à propos de la profession de journaliste, où c'est stupéfiant. On n'est pas loin de 30% des jeunes journalistes qui, au bout de quelques années, quittent la profession. Ils ont fait des écoles de journalistes. L'emploi qu'ils ont trouvé, souvent, c'est pas qu'ils étaient au chômage, ne correspondant pas à ce qui s'était imaginé être faire du journalisme. Et donc, je pense que c'est un cas spécifique, mais il y a probablement d'autres professions, du côté des professions d'ingénieurs, du côté des professions des gens qui font des écoles de commerce, ce sont des tendances que l'on peut voir. Il y a une forme de hiatus qui s'installe entre le poids du diplôme et la réalité du travail après. Je ne sais pas ce que... Dominique, tu... On va commencer très très vite sur les stéréotypes. Il y a des stéréotypes je dirais, de l'ensemble des générations sur les jeunes, mais il y a aussi des stéréotypes des jeunes sur les plus vieux. Je trouve que les vieux sont vraiment cons, ils sont nuls en nouvelles technologies, ils sont rigides, dans l'enquête que j'ai citée là, 2006-2008, une collègue, Béatrice Delay, avait consacré un des documents du Centre d'études de l'emploi, là où on travaillait à l'époque, à cette question-là, les préjugés des générations les unes sur les autres. Sur la spécificité française, oui, alors il y a une spécificité française, hein, c'est-à-dire que la France se retrouve avec des pays auxquels elle ressemble pas du tout, qui sont ceux qui disent que le travail est très important. Et nous, on avait essayé à l'époque de faire un peu des corrélations, d'essayer de comprendre pourquoi il y avait cette place très bizarre de la France. Et donc, on avait trouvé des corrélations avec le taux de chômage. Dans un pays, plus le taux de chômage est important, plus vous déclarez que le travail est très important, ce qui n'est pas contre-intuitif, hein. Mais aussi une question de statut social. C'est-à-dire qu'en effet, dans un petit peu ce que tu as dit, dans notre pays, beaucoup plus que par exemple au Danemark ou au Royaume-Uni, le travail, l'emploi, la profession dit quelque chose à la fois des études qu'on a faites et de la position qu'on occupe dans la société. Et autre remarque, alors sur les journalistes, on sait que la profession de journaliste, elle s'est considérablement dégradée, comme d'autres professions. La profession des universitaires, enfin, des professeurs du secondaire se sont dégradés. Il ne faut pas oublier ce que je rappelais tout à l'heure, hein, la dégradation des conditions de travail en France depuis une vingtaine d'années, qui est quand même et qui touche un très grand nombre de professions et qui explique en effet qu'on a cette espèce d'énorme, comment dirais-je, dissonance en effet entre des jeunes dont le niveau d'éducation s'est considérablement élevé. Et puis les promesses qui vont avec, hein. Si vous avez un diplôme, alors vous aurez un bon emploi. Et puis la réalité, en effet, de ce qu'on leur propose, de ce qu'ils trouvent quand ils sortent de l'école. Donc je suis entièrement d'accord. Oui, moi ce que je peux rajouter, deux choses, c'est sur la stabilité que vous évoquez. Dans les enquêtes génération que j'évoquais, quand on a une cohorte donc environ 30 000 jeunes. Parmi ceux qui sont en emploi, donc quand même la grande majorité, à 3 ans, on a 70% des jeunes qui disent se réaliser dans leur travail et ne pas chercher d'autres emplois, donc et ne pas vouloir changer d'emploi, en tout cas à court terme. Donc ça fait preuve en effet d'une grande stabilité.
Mais ce qui pourrait paraître paradoxal, c'est que les conditions d'emploi des jeunes non diplômés ou peu diplômés et ceux de l'enseignement supérieur, on pourrait s'attendre à ce que ce taux de satisfaction diffère selon leur capital scolaire. Et en fait, il est très proche. Et en fait, il y a deux hypothèses d'explication. C'est que déjà, les jeunes qui sont peu diplômés, qui sont en emploi, sont très contents d'être en emploi et donc ne souhaitent pas forcément en changer à court terme. Alors que les diplômés de l'enseignement supérieur, on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient encore plus contents que les autres. Et en fait, ils ne le sont pas parce que beaucoup d'entre eux, pas tous, heureusement, mais beaucoup, justement, connaissent des classements par rapport, en tout cas, à ce qu'ils attendaient de leur diplôme. Et plus, en fait, il y a d'autres études qui ont montré ça, que plus on est diplômé, plus on a des probabilités d'être frustré, désenchanté, en tout cas dans les premières années de vie active, par ce qu'on vit effectivement en emploi. Et je rejoins Dominique Méda sur certaines professions. Donc, vous citiez le journalisme, et il y a des études aussi sur les enseignants du secondaire. Bon, ça c'est très médiatisé actuellement, où là il y a vraiment une perte de sens et un relatif, oui, beaucoup de frustration par rapport à ce qu'on vit effectivement, et donc à des gens qui quittent leur profession actuelle. Mais la différence avec le journaliste, c'est qu'il y a une pénurie de candidats au concours, alors que c'est pas le cas dans des professions qui demeurent attractives au niveau de l'entrée. Et voilà, c'est avec des conditions de travail quand même. Ah, mais dégradées dans tout, oui, bien sûr. Voilà. Donc voilà, c'est les deux choses que je pouvais ajouter là pour l'instant. Oui, alors moi j'ai appelé ça des espoirs déçus. C'est-à-dire que j'ai beaucoup insisté sur les mises à l'épreuve, mais également sur les espoirs déçus. Et comme je l'ai fait pour Leïla, si vous me permettez, je vais prendre un exemple qui va illustrer parfaitement ce qui vient d'être dit. Alors c'est l'exemple d'Alicia que je rencontre en foyer de jeunes travailleurs. Alicia, elle sort diplômée d'une école d'architectes. On ne parle pas des journalistes, mais des architectes. Une école privée pour lesquelles ses parents, issus plutôt de la classe moyenne, se sont endettés. Mais voilà, elle est plutôt brillante à l'école. Elle obtient assez facilement son diplôme. Tout se passe bien côté scolarité, et elle a le soutien. Et elle a un soutien familial à la fois financier, mais aussi un soutien moral pour réussir à l'école. Et elle a cette phrase assez marquante. Elle me dit, donc je sors avec mon diplôme en poche, et là, c'est la claque. C'est le terme qu'elle emploie, c'est la claque. C'est-à-dire que cette école, ce diplôme, avait des promesses. Et la promesse, c'était celle d'une insertion professionnelle rapide. Et on le sait que pour les plus diplômés, le sas d'insertion est de plus en plus long, même s'ils vont s'en sortir mieux que les non-diplômés, c'est important de le rappeler. Mais ce sas, il est fait de quoi ? Eh bien, pour Alicia, il est fait dans un premier temps de stages. Donc elle va faire des stages dans des cabinets d'architectes, en espérant toujours secrètement l'obtention d'un contrat, qu'elle n'obtient jamais. Elle réalise 3 stages successifs. Ensuite, elle décide de bénéficier du statut d'auto-entrepreneur pour réaliser des missions en tant qu'architecte. Sauf que les revenus issus de ce statut d'auto-entrepreneur sont insuffisants, et donc elle va prendre ce qu'elle appelle un job alimentaire, et elle va être vendeuse pendant 2 ans dans une grande enseigne parisienne qui vend des chaussures. Et finalement, ce n'est qu'au bout de 2 ans qu'elle va avoir un diplôme à la hauteur de ses espoirs et à la hauteur, un emploi, pardon. Elle va avoir un emploi à la hauteur de ses espoirs, de ses espérances et du niveau de diplôme qu'elle avait en poche. Et je crois que cet exemple, il est assez symptomatique de ce qu'on vient de se dire. Vous vouliez ajouter quelque chose, parce que je pense qu'il est l'heure sinon de passer la parole à la salle pour des questions. Vous pouvez... Oui, il y a des questions. Le micro arrive. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Je me retiens encore.
Alors, encore moi. Je voulais rebondir sur plusieurs choses, mais je vais essayer d'être court par rapport sur les missions locales. Donc, moi, j'aurais pu être une des jeunes, bon, maintenant je suis un peu plus vieille, qui fait partie des 3 typologies que vous avez citées. Donc, jeunes ou pas qualifiés. Donc, grâce aux rencontres, j'ai pu continuer. Donc, tout ce qui est territoire, culture d'entreprise, filles de parents immigrés, mères au foyer, famille nombreuse. J'avais tous les critères pour ne pas réussir ou aller très loin. Et donc, on a commencé à travailler très tôt et à continuer à faire des études. Je suis passée sur la 2e typologie, donc où j'ai eu un parcours de formation, où j'ai eu un BTS. J'ai continué parce que j'ai encore eu des gens, mais c'est pas l'éducation nationale. J'ai eu des gens qui m'ont accompagné, donc association de quartier. Non, tu vas faire ça, tu vas continuer à faire ça. Et j'ai été jusqu'en licence sciences de l'éducation. J'ai commencé à aimer l'école de plus en plus, et je voulais devenir professeur des écoles. Fallait travailler, donc comme il fallait de l'argent, parce que voilà, j'ai travaillé, donc je pouvais pas faire les deux. J'ai mon premier emploi, c'était un CAE ou CUI, je sais plus comment on appelait ça à l'époque. C'est que le Pôle emploi, j'ai dû être un demandeur d'emploi avec un BTS, une licence sciences de l'éducation, pour pouvoir travailler, parce que c'est des postes financés. Il faut avoir des critères pour rentrer dans ces contrats-là. Donc, pour pouvoir travailler, avoir un peu d'argent, j'ai dû me mettre en demandeur d'emploi pour avoir de la formation. Et grâce à cet emploi, donc aujourd'hui, un engagement, une association, parce qu'elle a fait son rôle de formation, j'ai pu continuer dans cette voie-là. Bon, après, j'ai fait encore autre chose, mais mon conseiller pour l'emploi me dit, mais enterrez votre projet. Donc il y a aussi cette notion de qui on a en face dans ces institutions, missions locales, Pôle emploi et tout ça. Peut-être qu'eux aussi, il y a des choses à revoir par rapport à ça, par rapport au public qui reçoit. Donc il y a la carence de l'éducation nationale, il y a la carence des institutions avec leurs dispositifs. Donc moi aujourd'hui, j'ai pu être accompagnée. Même là, à mon grand âge, je me retrouve à faire ce genre de choses pour les jeunes. Toutes les carences qu'il y a, j'essaye de les pallier. Donc là, je me pose la question. Je travaille très bien avec les missions locales maintenant. Il y a un truc que vous avez dit, vous prenez de plus en plus d'étudiants. Moi, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que je me dis, les missions locales, à la base, c'était pour un public moins visible, il fallait les chercher dans les quartiers. Et vous vous retrouvez à prendre les étudiants. Donc, en gros, on est encore en train de pallier à une obligation, l'éducation nationale, enseignement supérieur et tout ça. Donc, on revient au vrai problème de base, l'école, les apprentissages, les entreprises, comment elles aussi, elles jouent le jeu et tout ça. Donc, comment on peut régler ce problème enfin aujourd'hui, parce que ça fait des années-lumière que ça dure. Comment chacun peut reprendre sa place dans les familles, dans les écoles, dans les entreprises et faire travailler tous ces gens ensemble. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On peut en prendre 2 ou 3 s'il y en a d'autres. Oui, bonjour. Patrice Bédouré de l'UNSA, donc un éclairage syndical sur la question. Nous, on travaille pas mal sur cette question de l'insertion des jeunes et on peut témoigner que ce que vous avez dit, c'est-à-dire le fait que les jeunes n'ont pas un rejet du travail dans le temps, si on se projette dans le temps long. Par contre, ce qu'on peut témoigner, c'est de leur rejet de mauvaises conditions de travail, leur rejet de basse rémunération. Et je vais donner un exemple en Île-de-France, parce que je suis particulièrement les questions de formation en Île-de-France. La direction régionale, donc l'exécutif régional, a mis en place un dispositif jeune qui s'appelle le revenu jeune actif, qui flèche les jeunes vers les métiers en tension, les métiers à bas salaire, les métiers à mauvaises conditions de travail. Eh bien, la région, bien évidemment, regrette que ces fameuses RJA ne remplissent pas leurs objectifs. C'est-à-dire que les jeunes ne vont pas vers ces métiers en tension. Et on met la pression, d'ailleurs, en Île-de-France, sur les missions locales pour leur dire « Allez, orientez vos jeunes vers le dispositif RJA ». Donc, pour dire aussi que ce discours sur ce rejet des jeunes du travail, il est porté aussi par les politiques. Il est porté aussi par les employeurs. Il est porté par les médias également. Voilà. Merci. Juste à côté, une troisième question.
Une question ou remarque aussi par rapport au contrat d'engagement jeune qui a succédé en fait à la garantie jeune. Moi, j'ai le cas d'un jeune qui va rentrer en formation sur un métier qu'il désire faire depuis longtemps. Mais en fait, la rémunération qu'il reçoit, en fait, est faible, voilà. Et en fait, s'il signe un SEJ, il doit sortir parce que c'est une solution structurante. Alors que la garantie jeune permettait en fait d'avoir une sécurisation de son parcours de formation et d'avoir un minimum de revenus. Voilà. Et donc là, on arrive à nouveau à une précarité des jeunes qui n'ont pas de soutien familial. Et donc ça, c'est vraiment un problème. Et donc le SEJ est présenté comme quelque chose de formidable, mais en fait, on peut dire qu'on le regrette finalement des points positifs de la garantie jeune. Merci. Peut-être vous pouvez commencer à répondre peut-être sur les missions locales d'abord. Oui. Alors, non, c'est bon. Je vais répondre du coup sur la dernière question, tant que je l'ai encore en tête. Donc, effectivement, sur le contrat engagement jeune, c'est un des écueils que l'on note également, puisque à l'instar de la garantie jeune, qui était un dispositif d'accompagnement renforcé comme le contrat engagement jeune, mais qui était incitatif à une reprise d'activité, y compris à une reprise d'activité à temps partiel, puisqu'il y avait une dégressivité de l'allocation, mais qu'elle était cumulative avec les revenus d'activité. Et ça, c'était un vrai tremplin en termes d'insertion. Le contrat engagement jeune a d'autres modalités de calcul par rapport à l'allocation, et surtout, l'accès à l'emploi fait que le jeune sort du dispositif. En revanche, il existe, en tout cas du côté des missions locales, d'autres types de dispositifs pour lesquels on peut débloquer des soutiens financiers ponctuels en fonction de la situation du jeune. Mais je vous l'accorde, effectivement, si je devais aujourd'hui voter pour un des deux dispositifs, le contrat engagement jeune n'est peut-être pas celui que je garderai pour cette raison-là uniquement. Pour répondre sur la question des étudiants, alors attention, je n'ai pas dit nous accompagnons tous les étudiants. Les étudiants ont pu être accueillis pendant la crise sanitaire, notamment parce que pour beaucoup d'entre eux, ils avaient perdu leur job étudiant qui leur permettait de maintenir un minimum de ressources, leur permettant de poursuivre leurs études. Il n'empêche que, même si je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, et au passage, je salue votre résilience pour lutter contre le déterminisme social, c'est mon cheval de bataille, et je salue ce que vous avez mis en œuvre, mais il n'empêche que, aujourd'hui, j'ai envie de dire, si un jeune, quel que soit son statut, trouve une solution, quelle que soit l'administration ou l'association qui l'accompagne, ça me va. L'essentiel étant qu'un jeune puisse trouver une réponse là où il va pousser une porte. Si c'est dans son asso de quartier, c'est très bien. Si c'est à l'éducation nationale, c'est très bien. Souvent, on fonctionne tous par mimétisme ou par transfert. Et que ce soit du côté des missions locales, du Pôle emploi, de l'éducation nationale ou de n'importe quelle administration, on ne trouve pas son pendant partout. Donc l'essentiel, c'est que le jeune trouve une solution. Et moi, s'il trouve une solution, ça me va. Mais je reconnais que souvent, c'est un peu le parcours du combattant. Il faut accompagner ces jeunes à pousser les différentes portes. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut croire en eux, il faut leur laisser le droit à l'échec, parce que c'est exactement ça. Le parcours, il n'est pas linéaire, il n'est pas simple. Et les jeunes sont dotés d'une grande résilience. Et pour lutter justement contre toute forme de déterminisme social, il en faut une sacrée dose. Oui, juste deux mots sur les évolutions que vous évoquiez, et c'était une de vos questions, il y a quand même des choses qui changent. Je pense qu'en effet, les jeunes, mais peut-être comme les autres, refusent de plus en plus les mauvaises conditions de travail, refusent d'être déclassés, etc. Mais les seniors, pour aller vite, je pense que c'est leur cas aussi. Il y a une très belle étude qui est sortie là récemment de Coralie Pérez et Thomas Coutreau, une étude qui exploite les enquêtes conditions de travail de la DARES de l'INSEE, et qui relate la perte, enfin le sens qu'on
donne, qu'on retire de son travail, ou le travail qui perd son sens. Et j'ai regardé cette étude justement pour voir si les jeunes se distinguaient de leurs aînés par rapport à ça. Et ce qui montre, c'est que, toute chose égale par ailleurs, les jeunes de moins de 30 ans ne se distinguent pas de la génération des 30-50 ans sur le sens qu'ils trouvent à leur travail ou sur l'éventuelle perte de sens. Donc ça, c'était pour répondre un peu à la question d'aujourd'hui, mais ce qu'on voit aussi dans leur modèle, toutes choses égales par ailleurs, c'est que les seniors, ceux de plus de 50 ans, là, en revanche, il y a plus pour eux de perte de sens. C'est-à-dire que, donc, en fait, cette perte de sens ou le sens qu'on donne à son travail, il dépend pas de l'âge, mais il dépend de la position. Je lis, puisque j'ai retenu leurs critères, la position sociale, leur salaire, le type de contrat, le secteur dans lequel on travaille et le sentiment d'être utile. Le fait que son travail corresponde aux valeurs qu'on l'on porte soi-même, et aussi, ça c'est intéressant, les changements récents d'organisation dans l'entreprise, c'est-à-dire les restructurations, etc. Et tout ça, ça touche tout le monde. Et en effet, peut-être que les jeunes refusent plus qu'avant ces conditions-là, mais je fais l'hypothèse que les seniors aussi. Voilà. D'autres, peut-être on a le temps de prendre quelques autres questions. Bonjour, alors du coup, moi je viens du cabinet Terre d'Avance qui travaille sur les politiques publiques d'emploi, de formation, d'insertion. Et en fait, au cours de mon travail, nous on a plutôt le retour employeur. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant là d'avoir le retour des jeunes aujourd'hui. Et j'aimerais revenir sur l'idée de rencontre entre offre et demande d'emploi, et l'idée qu'en fait il y a un manque, en fait qu'il y a une non-rencontre entre l'offre et la demande d'emploi, notamment des jeunes. En fait, dans toutes les enquêtes BMO de Pôle emploi, donc besoin de main-d'œuvre, on voit que la plupart des projets de recrutement sont assez difficiles sur certaines catégories d'emplois, qui sont notamment des emplois pas forcément très qualifiés. Et donc ça vient croiser ce qu'on disait sur la massification scolaire. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui sont diplômés. Et qu'en même temps, en fait, pour avoir une ascension sociale aujourd'hui en France, une mobilité sociale, ça passe aussi par l'occupation d'un emploi plutôt qualifié, au moins pour répondre aux questions de statut et de revenus. Et donc, en fait, la question et la réflexion que j'aimerais ouvrir, c'est en fait comment on peut faire pour répondre à ça, à la fois donc à des employeurs qui ont vraiment un problème de recrutement sur certains de leurs postes, et du coup plutôt pour des postes peu qualifiés, et en même temps ce besoin d'accéder à des emplois plus qualifiés, notamment pour les jeunes, pour connaître une mobilité sociale par rapport aux générations précédentes. Merci. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Younes et j'aimerais savoir pourquoi le déterminisme social en France est si important. C'est tellement un poids que malheureusement les jeunes issus des quartiers populaires ou du milieu rural, ils ont tendance à refaire les mêmes métiers que leurs parents, alors qu'en France on sait que c'est un gros problème, mais aucune solution n'a été envisagée. Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît, Madame Médard? Allez, une dernière question, là, et puis... Oui. Je vois pas. Allez-y, monsieur, allez. Non. Je fais le maximum. C'est bon. Donc moi je suis sociologue en Bretagne, j'avais déjà parlé ce matin. Je m'excuse, je reprends la parole parce que je vous écoute et j'entends avec joie que le rapport des jeunes au travail est toujours important dans leur vie, dans leurs valeurs. Mais j'entends aussi ce que vous dites, c'est que pour les managers, pour la gestion des ressources humaines, il n'y aurait pas à s'adapter à cette nouvelle génération. Il faudrait traiter toutes les générations de la même manière.
Alors moi, j'ai quand même envie de lancer un appel, parce que je suis aussi citoyen. Je regarde les courbes démographiques là dans ma région. Je regarde la part des actifs, enfin, le nombre d'actifs qui vont disparaître de la carte bretonne d'ici à 2040. Dans les Côtes-d'Armor, je vais perdre 14 000 actifs. C'est des questions de tranche d'âge et puis de fin du baby-boom. Dans le Morbihan, je vais en perdre 2 000. Dans le Finistère, je vais en perdre 20 000. Ma question, c'est comment je vais trouver des enseignants devant les enfants, des soignants devant les personnes âgées, des éducateurs, des chauffeurs, des boulangers, etc. C'est des questions que j'ai déjà posées, moi, à mon conseiller régional. Et on a voulu tenter des expérimentations avec certaines filières. Donc je crois qu'il y a des filières plus touchées, où les situations de travail sont très dégradées. Mais je veux dire, on a un vrai souci dans beaucoup de filières, notamment dans l'éducatif, dans le soin. Et donc, est-ce qu'il y a des démarches, des recherches-actions, des expérimentations pour améliorer les conditions de travail? Monsieur de l'UNSA en a parlé tout à l'heure. Donc si on n'a pas un problème entre les jeunes et le travail, il y a quand même un souci de dégradation des conditions de travail et de diminution de la population active. Donc on va devant de gros problèmes en fait pour nos enfants, nos personnes âgées. Donc est-ce qu'il existe des expérimentations, des démarches pour travailler là-dessus, améliorer l'accueil des jeunes dans le monde du travail? Merci. Qui veut... Dominique, tu es directement Moi, je veux bien interrogé. commencer. Ce sont d'énormes questions. Sur la première de Madame du cabinet, une terre d'avance, c'est ça? Une terre d'avance? Hein? Une terre d'avance. Il y a eu à une époque, je ne sais pas, vous n'étiez pas né sans doute, quelque chose qui s'appelait la méthode iodée. Et c'était très intéressant, ça consistait à ce que des personnes allaient travailler avec les employeurs pour faire en sorte que l'offre d'emploi soit rédigée de manière à ce qu'elle puisse attirer des gens, et puis justement à ce que l'appariement puisse se faire. Alors vous savez qu'aujourd'hui, par exemple à Pôle emploi, l'appariement il se fait de manière de plus en plus automatique, avec du profilage, des applications. Mais en effet, je pense que cette idée qui consiste à aller travailler sur le besoin des employeurs et sur l'expression de leurs besoins par les employeurs, c'est quelque chose de très 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 important. Qu'est-ce que j'avais marqué? Effet de seuil. Oui, pourquoi on n'embauche pas plus de qualifiés? Il y a aussi sans doute des effets de seuil, avec la question des exonérations de cotisations sociales sous un certain salaire. C'est possible que ça joue. Il y a des articles intéressants de Bruno Palier sur ces questions. Alors ensuite, pourquoi le déterminisme social est tellement important en France? Peut-être vous m'aiderez à répondre. Mais on a beaucoup de sociologues en France, dont Bourdieu, qui ont travaillé sur cette question, et sur la manière dont les classes qui sont le plus dotées de capitaux, y compris de capital social, vont essayer d'utiliser ce capital pour permettre à leurs enfants de garder les bonnes places d'une certaine manière, avec des stratégies d'évitement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une très forte ségrégation spatiale. Il faut choisir le bon collège, puis le bon lycée, pour aller ensuite dans, alors pas tellement la bonne université, mais la bonne grande école. Et on crée comme ça des chemins, en quelque sorte, des stratégies d'évitement qui font qu'on se retrouve dans une société en effet très polarisée, et une des sociétés où les inégalités, la reproduction sociale point de vue scolaire est la plus puissante. Comment on lutte contre ça? Mais il y a des gens qui ont essayé, des responsables politiques qui ont essayé notamment les réflexions sur la carte scolaire, c'est tout à fait central, mais on n'y est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Enfin, c'est assez compliqué. Il y a eu des changements à Paris notamment, mais avec évidemment les perdants qui résistent. Et puis la troisième question, encore plus difficile, les professions que vous avez citées, ce sont des professions du secteur public. On sait qu'on a de gros problèmes en ce moment dans le secteur public, qu'on a un problème de rémunération et de conditions de travail. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un déni sur la dégradation des conditions de travail. Moi, j'ai très longtemps travaillé à la DARES, et j'assistais aux réunions où on présentait notamment aux partenaires sociaux les différentes enquêtes, et notamment l'enquête conditions de travail, et les employeurs disaient souvent que cette enquête conditions de travail, elle n'était pas intéressante parce que c'était du déclaratif. Et aujourd'hui, quand on présente, nous, on a fait un article récent là-dessus pour montrer combien la France est à la traîne, est en queue de peloton dans l'Union européenne à 27 en matière de conditions de travail.
que ce soit physique ou émotionnel, tout ce qu'on veut, la France est vraiment en queue de peloton. Eh bien, la plupart du temps, quand je présente cette enquête, des gens me disent « c'est pas vrai ». Alors pourquoi c'est pas vrai ? Parce que les Français sont grincheux, pessimistes et se plaignent tout le temps. Donc, c'est comme ça qu'on va expliquer le fait qu'ils sont pas contents. Et alors, il faut leur rappeler qu'on est quand même les champions en matière de taux d'accident du travail mortel et non mortel, pour qu'ils commencent à se dire que, en effet, cette enquête, elle dit peut-être des choses objectives. Sinon, il y a un énorme déni dans la société française sur le fait que on a un énorme problème de conditions de travail. Et moi, je pense que l'énorme révolte qu'il y a eu au moment de l'annonce de la réforme des retraites, elle s'explique par ce déni des conditions de travail. Et on l'a bien vu dans cette enquête que je citais tout à l'heure de la DARES, sortie en mars 2023, où on voit quand même que 37% des gens, 37%, disent qu'ils ne pourront pas tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. Et c'était qu'en 2019, c'était pas en 2023. Merci. Vous vouliez ajouter Juste une petite chose sur la reproduction sociale. Bourdieu, en effet, a commencé à ouvrir les chantiers, et ces chantiers sont toujours d'actualité. Là, on vient de terminer une étude pour France Stratégie, dont je vous ai cité quelques chiffres tout à l'heure, au CEREC, et on a été, on a été biberonné aux chiffres de la sélection sociale, de la reproduction sociale, on a été ébahi par les chiffres qu'on trouve encore actuellement sur la reproduction sociale et sur le peu de mobilité sociale entre les générations. Alors il y a les stratégies des familles, évidemment, il y a le capital social qui joue, il y a tout ça, mais il y a aussi la machine, l'institution qu'est l'école, qui encore pour l'instant est une machine à trier encore et encore, et avec 30 et 32 élèves, et là c'est par classe, même si les profs font ce qu'ils peuvent, et bien finalement on arrive à trier dès la primaire, et ensuite au collège, et ensuite au lycée, pour arriver au fait que seulement 11% des jeunes des classes ouvrières parviennent à avoir un bac plus 5. Merci, mais je vous propose qu'on en reste là pour cette table ronde, puisqu'il est déjà plus que temps de passer à la dernière. Merci beaucoup.